Le pétrole est le moteur vital de la Russie. Il soutient l'économie du pays et alimente sa machine de guerre en Ukraine. Il circule à travers tout le pays dans un vaste réseau de pipelines et d'artères. Mais l'Ukraine vient de frapper là où ça fait mal. Et maintenant, la Russie saigne, perdant des litres et des litres de sa ressource la plus précieuse et la plus précieuse chaque jour qui passe. Plus elle en perd, plus la situation deviendra difficile pour son économie, son armée et son président, Vladimir Poutine lui-même. L'incident s'est produit dans la petite ville de Sirius, non loin de la station balnéaire de Sotchi, dans la région de Krasnodar, en Russie. Là-bas, dans la nuit du 23 juillet, un essaim de drones ukrainiens a envahi le ciel avant de frapper avec succès un dépôt de carburant exploité par Lukoil. De nombreuses vidéos ont rapidement émergé de la scène, filmées par des habitants locaux, montrant le moment de la frappe. Dans plusieurs extraits, on peut entendre le bourdonnement caractéristique des drones avant que d'énormes explosions ne retentissent, avec d'immenses boules de feu et d'épais panaches de fumée remplissant l'air. Certaines vidéos montraient également les Russes tentant de tirer dans le ciel pour abattre les drones. Le ministère de la Défense du pays a ensuite affirmé avoir abattu 39 drones ukrainiens au cours de la nuit, avec 21 abattus au-dessus de la mer Noire, 11 autres au-dessus de la mer d'Azov et 7 au-dessus du kraï de Krasnodar. De toute évidence, leurs efforts n'ont pas été suffisants, car plusieurs drones ukrainiens ont réussi à franchir les défenses aériennes russes pour atteindre leur cible. Comme l'a confirmé Dmitri Plishkin, chef de la municipalité de Sirius, qui a écrit sur Telegram, il y a eu une frappe sur le dépôt de carburant de la rue Tavricheskaya. Veuillez éviter de conduire et de marcher dans cette zone. Je vous tiendrai informé des incidents importants dès maintenant. Suite à l'attaque, l'aéroport international de Sotchi a dû interrompre ses activités pendant plusieurs heures, retardant de nombreux vols dans la région. Les hôtels locaux ont également évacué leurs clients vers des abris souterrains et des parkings alors que les sirènes d'alerte aérienne retentissaient dans toute la région. Les rapports n'ont pas encore précisé l'ampleur exacte des dégâts causés au dépôt de pétrole. Cependant, étant donné à quel point le pétrole est précieux et important pour le Kremlin, surtout dans le contexte économique actuel, il s'agit clairement d'un nouveau coup dur auquel le président Poutine doit faire face. Et ce n'est que le dernier exemple d'une longue série où l'Ukraine choisit ses cibles avec soin, planifie ses attaques avec une précision extraordinaire et fait pleuvoir le feu sur les infrastructures russes. En effet, seulement un jour avant cette frappe, l'Ukraine a mené une autre attaque efficace et percutante contre le centre logistique russe de Novochersk. Ses forces ont ciblé un nœud ferroviaire crucial dont la Russie dépend pour transporter des armes, des munitions et du carburant à travers le pays et vers les lignes de front en Ukraine. Le chef du centre de lutte contre la désinformation du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine, Andrei Kovalenko, a rapporté l'incident sur Telegram. À Novocherkassk, dans l'oblast de Rostov, l'infrastructure ferroviaire utilisée par le complexe militaro-industriel et l'armée russe a été attaquée. Ce centre logistique relie les axes stratégiques Rostov-sur-le-Don, Voronezh, Volgograd et Kamenchatinsky. C'est par ce centre que le transfert d'équipements, de munitions, de carburant, de ressources et de personnel vers la frontière ukrainienne est effectué. De plus, à Novocherkassk, le fonctionnement de l'unité logistique du 1061e Centre matériel technique et opérationnel du district militaire sud de la Fédération de Russie a été enregistré, une structure responsable de la distribution des armes, du carburant et des munitions. Des centres comme Novocherkassk sont les artères qui alimentent la machine de guerre russe. Sans eux, l'approvisionnement vers le front s'arrête. Comme le dit Kovalenko, ces infrastructures clés sont les artères de la machine de guerre russe. Qu'il s'agisse d'oléoducs, de voies ferrées ou de dépôts de munitions, ils fournissent tous les ressources essentielles. Le Kremlin doit poursuivre son invasion et maintenir la pression le long des lignes de front et plus profondément en territoire ukrainien. Et c'est précisément pour cette raison que l'Ukraine vise régulièrement ce type d'infrastructures, les frappant les unes après les autres, avec ses drones de plus en plus puissants, ses attaques secrètes et ses frappes de missiles, à longue portée. Une analyse récente menée par Radio Free Europe, Radio Liberty en collaboration avec Front Intelligence Insight, et un groupe de chercheurs bénévoles s'est penché de plus près sur l'ampleur des dégâts causés à la Russie par ce type de frappe, avec des résultats vraiment stupéfiants.
Les chercheurs ont examiné une série de frappes menées par l'Ukraine entre septembre 2024 et la mi-février 2025. Ils ont examiné des images satellites des sites ciblés afin de mieux comprendre leur véritable impact. Ils ont constaté que, logiquement, la majorité des frappes ukrainiennes réussies se produisent à près de la frontière. Cela a du sens, car il est beaucoup plus difficile de frapper des cibles plus profondément en Russie, en raison des nombreuses stations radars et des systèmes de défense aérienne présents sur tout le territoire. Pourtant, l'Ukraine a réussi à mener certaines frappes à longue portée très réussies contre des cibles russes. Elle a frappé de nombreux sites logistiques dans de petites villes et des zones militaires autour de Moscou, par exemple, à près de 300 miles de la frontière. Les drones et missiles ukrainiens ont également frappé des cibles comme la base aérienne d'Engels, à près de 400 miles des lignes de front, et Ijevsk, à plus de 800 miles de distance. Quant aux cibles elles-mêmes, l'Ukraine avait initialement tendance à se concentrer principalement sur des sites militaires essentiels comme les postes de commandement et les dépôts de munitions. En septembre 2024, par exemple, 2 énormes dépôts de munitions à Toropet et Tikhoretsk ont été complètement détruits. Ces 2 installations jouaient un rôle crucial dans l'approvisionnement des troupes russes en munitions pour armes légères, missiles et obus d'artillerie qu'elles utilisaient quotidiennement lors des attaques contre le peuple ukrainien. Tikhoretsk était également un centre vital pour le stockage de munitions provenant de l'un des rares alliés de la Russie, la Corée du Nord. Les estimations suggèrent que jusqu'à 160 000 tonnes de munitions ont été détruites à ces endroits, ce qui représente un coût colossal porté à la logistique et à la chaîne d'approvisionnement militaire de la Russie. Bien sûr, toutes les attaques de l'Ukraine ne sont pas aussi réussies. Certaines ne causent que des dégâts mineurs, mais chaque petite action compte. Et il est toujours utile pour n'importe quelle armée de retarder, perturber et diminuer les approvisionnements en armes et en munitions de l'ennemi. Mais il est encore plus crucial de cibler leurs approvisionnements en carburant et en énergie. L'Ukraine a semblé s'en rendre compte lors des dernières étapes de 2024 et au début de 2025, comme l'ont constaté les chercheurs. Les forces armées du pays ont commencé à s'éloigner des cibles militaires et ont plutôt concentré leurs efforts et leur énergie sur des infrastructures énergétiques telles que les raffineries de pétrole et de gaz, ainsi que les dépôts. Ce changement est évident dans les statistiques. Par exemple, en septembre 2024, l'Ukraine a frappé 7 installations militaires et seulement 2 cibles pétrolières et gazières. Mais en janvier 2025, c'était l'inverse. L'Ukraine a visé 9 sites pétroliers et gaziers et seulement un site militaire. Les sites pétroliers et gaziers sont maintenant des cibles majeures de l'Ukraine. Avec 27 frappes réussies sur des infrastructures énergétiques entre septembre et la mi-février, et plusieurs autres depuis, y compris la dernière frappe près de Sotchi. De plus, après avoir examiné les images satellites des sites ciblés, les équipes de recherche ont constaté que 97 réservoirs de pétrole ont été soit endommagés, soit complètement détruits pendant cette période. Mais qu'est-ce que cela signifie pour la Russie en termes de coûts et de pertes réelles ? Cela dépend de la quantité de pétrole réellement contenue dans les réservoirs, ce qui est difficile à déterminer avec certitude. C'est pourquoi les chercheurs ont effectué une série de calculs pour différents scénarios hypothétiques, afin de déterminer combien d'argent la Russie a perdu. Si les réservoirs étaient presque entièrement pleins, à moitié pleins ou presque vides, en utilisant le prix du pétrole et le taux de change du rouble contre le dollar au moment des frappes, même si les réservoirs étaient presque vides. Les chiffres restent très désagréables à lire pour Poutine et ses acolytes du Kremlin, avec une perte estimée à plus de 33 milliards de roubles, soit près de 39 millions de dollars. Cela inclut le coût du pétrole lui-même, ainsi que le coût des réparations ou de la reconstruction des réservoirs détruits, si les réservoirs étaient à moitié pleins. Les chiffres sont encore plus impressionnants. La Russie ayant perdu environ 55 milliards de roubles, soit plus de 60 millions de dollars. Et dans le meilleur des cas pour l'Ukraine. Si les réservoirs étaient majoritairement pleins, c'est-à-dire qu'ils contenaient du pétrole à environ 90% ou plus de leur volume total, la Russie aurait perdu plus de 85 milliards de roubles en pétrole et en réservoirs de stockage, soit plus de 95 millions de dollars, tout cela en moins de 6 mois. Le chiffre réel se situe très probablement entre les deux extrêmes de 38 et 100 millions de dollars. Dans tous les cas, c'est un coup dur pour la Russie. Et des attaques comme celle-ci ont probablement joué un rôle dans la décision récente de Poutine de réduire les dépenses de défense en 2026, en raison des craintes d'une récession imminente. Le pays a subi d'énormes pertes,
non seulement en soldats et en matériel militaire, mais aussi en infrastructures précieuses, et certaines frappes ukrainiennes sont particulièrement dévastatrices. Par exemple, le 7 octobre 2024, l'Ukraine a fait exploser un vaste dépôt de pétrole à Féodossia, dans la péninsule de Crimée occupée. Là-bas, 11 réservoirs de stockage ont été détruits, représentant un volume total de 69 000 m3, soit plus de 18 millions de gallons de pétrole. Selon les estimations, cette attaque à elle seule aurait pu causer jusqu'à 39 millions de dollars de dégâts. Il est également intéressant de noter que la Russie ne s'est pas précipitée pour réparer ou remplacer les réservoirs perdus et endommagés. L'analyse des images satellites montre que sur les 16 chars touchés entre le 1er septembre 2024 et le 15 janvier 2025, un seul a été restauré. Il existe plusieurs explications possibles à cela, et aucune d'entre elles n'est positive pour Poutine. Il est possible, par exemple, que la Russie ait tout simplement peur de reconstruire les chars, pour les voir à nouveau détruits par les drones et missiles ukrainiens. Cela entraînera encore plus de pertes de temps, d'argent et de ressources, paralysant davantage l'économie et la chaîne d'approvisionnement du pays. Il se peut aussi que la Russie ne soit tout simplement pas en mesure de restaurer les réservoirs de stockage détruits, en raison d'un manque de main-d'œuvre. Il s'est été largement rapporté que le pays fait face à une grave crise de la main-d'œuvre. Actuellement, il fait face à une pénurie d'environ 1 million de travailleurs, et le ministre du Travail du pays, Anton Kotyakov, a récemment déclaré au président Poutine que d'ici 2030, ce chiffre pourrait dépasser les 10 millions. Aujourd'hui, selon nos estimations, d'ici 2030, nous devons impliquer 109 millions de personnes dans l'économie. Cela s'explique par plusieurs facteurs. Un taux de natalité historiquement bas en Russie, un taux de mortalité élevé et l'impact considérable de la guerre. Un si grand nombre de personnes en âge de travailler ont rejoint les combats, beaucoup ayant été tués ou blessés en Ukraine, ce qui aggrave encore les problèmes démographiques de Poutine. Il y a également eu une fuite des cerveaux. De nombreux travailleurs hautement qualifiés de Russie ayant fui le pays, certains en signe de protestation contre la guerre, et d'autres cherchent simplement de meilleures opportunités loin de leur patrie en difficulté. La situation est tellement sombre qu'un rapport récent du Conseil de l'Atlantique a suggéré que la population totale de la Russie pourrait être réduite de moitié d'ici la fin du siècle. Par conséquent, Poutine fait tout son possible pour stimuler la natalité, notamment en offrant des incitations financières et des allègements fiscaux aux familles nombreuses, tout en exhortant les femmes russes à avoir jusqu'à 8 enfants chacune. En bref, la Russie est dans une situation désespérée. Avec autant d'incendies à éteindre et tant de structures à reconstruire, il manque probablement de travailleurs volontaires et capables pour restaurer les chars perdus. Alors, à la place, d'anciens entrepôts restent vides, ne laissant derrière eux que les restes cendreux et poussiéreux de chars détruits. Lorsqu'on regarde les dégâts causés à d'autres infrastructures énergétiques, comme les raffineries, la situation devient encore plus sombre pour Poutine. Sur une période de 6 mois, de la fin 2024 au début 2025, les frappes sur les raffineries et les sites de stockage russes ont causé des dégâts estimés à plus de 59 milliards de roubles, soit plus de 700 millions de dollars. Et si l'on prend en compte certaines des frappes de grande ampleur les plus marquantes, comme l'attaque de février contre la raffinerie de gaz Gazprom Astrakhan en Russie, dont la réparation devait prendre jusqu'à 6 mois, les dégâts à long terme totaux pourraient être nettement plus élevés, approchant le milliard. Dans l'ensemble, cela peut ne pas sembler énorme, puisque la Russie a gagné environ 189 milliards de dollars, rien qu'avec les exportations de pétrole en 2024. Mais, comme indiqué précédemment, la situation économique du pays s'aggrave de jour en jour. Elle ne peut pas se permettre de perdre pour 1 milliard de dollars d'infrastructures pétrolières. Et beaucoup des attaques de l'Ukraine sont encore plus coûteuses qu'elles n'y paraissent au premier abord. La Russie doit consacrer du temps, de la main-d'œuvre et des ressources à la reconstruction des sites endommagés, au remplacement des équipements précieux et au repositionnement des systèmes radars et des défenses aériennes dans des zones clés pour protéger ses raffineries contre de nouvelles frappes. En bref, tous les dégâts causés par l'Ukraine s'accumulent et ont un impact sérieux et significatif. L'année dernière, par exemple, on estimait que les attaques de l'Ukraine avaient réduit la capacité des raffineries russes jusqu'à 15%. La situation était si grave que la Russie a dû imposer une interdiction temporaire des exportations d'essence pour protéger son marché intérieur. En d'autres termes, le pays estimait qu'il ne pouvait produire suffisamment d'essence que pour répondre à ses besoins intérieurs, sans en avoir assez pour en exporter à ses alliés et partenaires commerciaux.
Et comme l'Ukraine a poursuivi ses attaques, cette interdiction a été prolongée, la Russie révélant qu'elle ne peut pas se permettre d'exporter de l'essence avant la fin de l'été au plus tôt. Si l'Ukraine maintient la pression, la Russie pourrait poursuivre son interdiction, perdant ainsi d'énormes sommes d'argent et obligeant ses anciens partenaires commerciaux à faire affaire ailleurs. C'est quelque chose que Poutine prend très au sérieux et personnellement. Il s'est longtemps appuyé sur les vastes ressources naturelles de la Russie pour consolider sa position de pouvoir et exercer son influence à travers le monde. Sans le pétrole et le gaz pour l'appuyer dans ses négociations, ses marchandages et ses tactiques courtes de pression, le dirigeant russe aurait une présence bien moindre sur la scène mondiale. C'est pourquoi, en mars de cette année, la Russie a en fait accepté de suspendre temporairement les frappes sur les infrastructures énergétiques de l'Ukraine pendant une période de 30 jours, à condition que l'Ukraine fasse de même. Cela montrait à quel point le Kremlin était devenu désespéré. Il n'a montré pratiquement aucune volonté de négocier avec l'Ukraine depuis le début de l'invasion, et toutes les séries de pourparlers de paix jusqu'à présent se sont révélées infructueuses. Néanmoins, Poutine était disposé à faire des concessions, et à implorer l'Ukraine d'épargner ses raffineries de pétrole et ses centrales électriques. Au final, l'accord n'a pas tenu, car la Russie a bêtement enfreint les règles en frappant un réseau électrique le 19 mars. Le lendemain, l'Ukraine a riposté en attaquant un dépôt de pétrole à Engels, et a depuis frappé diverses autres installations de stockage, réservoirs de pétrole et raffineries. Mais la réalité, c'est que même si la trêve avait duré, cela n'aurait pas changé grand-chose. De nombreux experts s'accordent à dire qu'une période de 30 jours ne serait pas suffisante pour que les compagnies énergétiques russes réparent les dégâts causés par l'Ukraine et remettent sur pied l'infrastructure pétrolière et gazière du pays. En d'autres termes, les dégâts sont déjà faits, et il n'y a plus de retour en arrière possible pour la Russie maintenant. La seule façon pour elle d'espérer restaurer complètement son infrastructure énergétique serait que la guerre prenne fin. Mais même dans ce cas, il en coûterait énormément pour reconstruire tout ce que la Russie a perdu, et l'économie du pays continuerait de souffrir. De plus, d'autres crises, comme la pénurie de main-d'œuvre mentionnée précédemment, ne vont pas disparaître du jour au lendemain, même si un accord de paix est trouvé en Ukraine. De nombreux experts affirment également que les tentatives de la Russie de copier la stratégie ukrainienne et de frapper les infrastructures énergétiques de l'Ukraine sont bien moins efficaces. L'ingénieur chimiste Will T. Labo a résumé cela en disant que selon lui, les frappes ukrainiennes sur les infrastructures énergétiques russes sont bien plus efficaces que les attaques russes contre les infrastructures d'approvisionnement énergétique de l'Ukraine. Le flux de trésorerie pétrolier est crucial pour la Russie, et les attaques contre les raffineries et les centres d'exportation ont été efficaces. D'un point de vue financier, c'est essentiel. Le pétrole compte bien plus pour la Russie que pour l'Ukraine. Donc, si les forces armées ukrainiennes peuvent maintenir la pression et continuer à frapper leurs cibles avec autant de précision et d'efficacité qu'elles l'ont fait jusqu'à présent, il est impossible de dire combien de dégâts elles pourraient causer. Cela pourrait même suffire, à terme, à forcer la main de Poutine et à le ramener à la table des négociations pour convenir d'un certain type d'accord. Cela pourrait en fait être la meilleure chance de l'Ukraine de mettre fin à la guerre, ou, au moins, de frapper la Russie là où ça fait le plus mal. En concluant leur rapport, les chercheurs de Radio Free ont déclaré qu'il est probable que les frappes ukrainiennes contre les installations énergétiques russes augmentent en nombre et en intensité à mesure que la guerre se poursuit. Surtout que l'Ukraine travaille d'arrache-pied à améliorer ses capacités de drones longue portée, ouvrant ainsi de nouvelles cibles, de plus en plus précieuses, plus loin derrière les lignes ennemies. On peut déjà le constater en action lors de la récente frappe sur Sochi et d'autres cibles. Et même les stations radars avancées et les systèmes de défense aérienne de la Russie ne suffisent clairement pas à empêcher l'Ukraine de frapper où elle veut, quand elle veut, portant coup après coup à la machine de guerre chancelante du Kremlin, quand il ne bombarde pas des dépôts de pétrole. Les forces armées ukrainiennes ont également pris le temps d'effacer les radars russes de la carte. Vous pouvez en apprendre davantage dans notre récente vidéo qui détaille comment des frappes stratégiques ont ouvert des voies sûres pour que les essaims de drones ukrainiens puissent circuler. Vous aimerez peut-être aussi consulter notre analyse approfondie sur la façon dont l'Ukraine pourrait à nouveau défier les pronostics et tenter de reprendre entièrement la péninsule de Crimée. Et enfin, assurez-vous de vous abonner également à notre chaîne Trusted News si ce n'est pas déjà fait. Ainsi, vous pourrez rester informé et à jour sur tout ce qui concerne la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ainsi que sur d'autres conflits majeurs à travers le monde.